Olé! J'espère que ça va. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous comment je prépare mes randos, que ce soit des randos à la journée ou des treks sur plusieurs semaines, ou même des grandes aventures, en prenant l'exemple de mes précédentes aventures et surtout la dernière qui était la traversée des Alpes centrales entre Munich et Venise que j'avais fait en partenariat avec Grand Angle. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que vous êtes très nombreux à me le demander en commentaire de mes vidéos ou sur Instagram par message, donc je me suis dit que je vais faire une vidéo, mais une vidéo avec un nouveau format, un format plus spontané, authentique, tu vois, j'arrive, paf, je saute sur le canapé, j'ai pas de texte écrit, juste quelques notes sur mon carnet. Alors pourquoi j'ai décidé de faire sous ce format-là? Il faut savoir que les quelques dernières semaines, j'ai enchaîné un petit peu, que ce soit des festivals, des événements ou des interviews, et en fait je répondais à des questions et je trouvais ça beaucoup plus authentique, en tout cas mes réponses, que j'avais l'habitude de faire avec mes vidéos, qui étaient des vidéos préparées où le texte je l'écris. Là j'avais juste à répondre aux questions directement, donc généralement c'est des interviews face caméra, donc un peu comme ici, donc en fait je me suis un peu, j'ai trouvé le format assez sympa, comme si vraiment je discutais avec une personne, et je me suis dit bah pourquoi pas le faire avec vous sur YouTube. Donc déjà dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous plaît, et puis en plus moi ça va me permettre de faire beaucoup plus de vidéos étant donné que c'est beaucoup plus simple entre guillemets que d'écrire un texte, de réfléchir à l'écriture et puis ensuite de refaire plusieurs fois les scènes, etc. Et après vous avoir expliqué comment je prépare toutes mes randonnées, mes treks, mes aventures, ce qui je pense va aider plus d'une personne, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous annoncer les 3 prochaines grandes aventures que je vais réaliser donc à partir de ce mois de novembre, mais aussi début 2022 et été 2022. 3 grosses aventures qui se préparent. J'ai hâte d'avoir vos retours. Ça va être la première fois que je vais vous en parler. Donc ça me stresse un petit peu de savoir de ce que vous allez penser de ces aventures. En tout cas, je vais lire tous vos commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider sur certaines de ces aventures. Parce que voilà, comme d'habitude, je me lance de nouveaux défis. J'ai aucune idée d'où je mets les pieds. Avant de commencer cette vidéo, je voulais un peu vous parler des derniers événements du coup que j'ai pu vivre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir en story. J'ai notamment été invité au festival Wander France Festival, donc qui s'est passé à Pau puis à Bordeaux. Je faisais partie du jury, d'ailleurs encore félicitations à ceux qui ont gagné ce concours de vidéos. J'ai été très content d'y participer parce que j'ai pu vous rencontrer. Vous avez été nombreux à venir me voir, que ce soit à Pau ou encore à Bordeaux pendant la diffusion de certaines séquences de mes films. Quand j'ai discuté avec vous, notamment à Bordeaux, je vous ai demandé est-ce que vous aviez vu le film de ma traversée de la Laponie suédoise en ski de randonnée, qui était une de mes dernières grosses aventures. Et nombreux d'entre vous m'ont répondu que non, vous ne l'aviez même pas vu passer, que vous aviez vu mes stories, mais vous saviez même pas qu'il y avait un film. Je l'ai remarqué parce qu'elle a fait beaucoup moins de vues que les autres films, qui étaient dans les alentours de 80 à 100 000 vues. Celui-là, il a même pas dépassé les 10 000 vues. Donc, je voulais savoir si vous l'aviez vu. Si vous ne l'aviez pas vu, est-ce que c'était parce que ça ne vous intéressait pas ou est-ce que c'est parce que vous ne l'avez pas vu passer? Et je me demande si justement en fait le titre Whiteout en Laponie, c'était pas un titre pas assez accrocheur. J'aurais peut-être dû mettre traversée de la Laponie ou traversée de la Suède du Nord, je ne sais pas. Donc je vais peut-être revoir ça aussi. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer en haut à droite de la vidéo pour visionner du coup ce film Whiteout en Laponie. Allez, sur ce, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment préparer vos randos, vos treks et vos aventures. Moi, c'est la Tortuga, je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. J'ai même traversé les Cévennes avec un âne, alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Et puis vu qu'on ne pouvait pas trop voyager à l'étranger en 2020, j'ai grimpé sur un vélo et j'ai traversé la France entière à la rencontre de ses habitants. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu peux également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour suivre mes aventures en direct via mes stories et où je dévoile régulièrement mes plus beaux clichés. Prêt pour l'aventure? Caméra au point, c'est parti! Alors, comment moi je prépare tout ce qui est mes randos, mes treks ou mes grandes aventures? On va
divisé en 3 parties. On va partir donc de la première partie qui est comment je prépare mes petites randonnées. Ensuite, mes treks qui sont d'environ 1 à 2 semaines, donc des plus grandes randonnées. Et on va terminer par les grosses aventures comme l'Islande ou la Laponie qui sont un peu plus en autonomie. Partie 1 donc, les petites randonnées. Alors les petites randos, j'en fais pas tant que ça. J'ai très vite commencé par les treks ou les aventures. C'est vrai que moi j'ai un peu sauté les étapes, mais j'en ai évidemment, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, des micro-aventures, notamment autour de Paris avec Captain Rémy par exemple. On est allé à Fontainebleau. Je suis parti dans la forêt de Sainte-Apolline, si je me souviens bien, pour m'entraîner justement à l'Islande. Pour ces petites randos, vraiment c'est la base des randonnées, c'est vraiment le niveau amateur entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'énormément de préparation, c'est ça l'intérêt. Alors quel va être l'intérêt de ces petites randos? C'est vraiment de tester son équipement. D'ailleurs c'est pour ça, moi, que je partais dans ces petites randos. Donc on va prendre le plus important, c'est-à-dire le sac pour transporter son matériel, une couverture de survie. Donc ça c'est très important, la couverture de survie, il la faut tout le temps, que ce soit les petites randos, les treks ou les grandes aventures. Des vêtements qui vont être adaptés un peu à la météo que vous allez avoir, hein. Donc généralement il faut quand même toujours des vêtements de pluie, donc des protections de pluie, que ce soit sur soi, donc un imperméable, mais aussi pour son sac, pour bien le protéger, des vêtements aussi pour le froid. Et puis si vous partez bivouaquer, il faut tout ce qu'il faut pour le bivouac, c'est-à-dire au moins un tapis, un petit duvet ou un sac de couchage. Quand c'est à côté de Paris, il fait généralement pas très froid la nuit, une tente et évidemment de quoi se nourrir pour la journée ou les 2 jours. Et puis voilà, après quelques outils pour que ce soit pour manger. Donc généralement un couteau, ça sert toujours. Pas besoin forcément de bâton de marche cette fois. Je vous dirai pourquoi c'est important d'avoir des bâtons de marche pour les plus grands treks. Pour les petites randos, généralement en fait ce qui pose problème, c'est je ne sais pas en fait où partir. C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des petites randos à côté de chez soi pour 1 ou 2 journées. Eh bien, je vais vous partager avec vous une application et un site qui sont très bien. Il y a Visorando. Visorando, si vous ne connaissez pas, donc c'est vraiment une application immanquable pour tous les randonneurs. Moi, j'utilise pas vraiment Visorando, j'utilise plus Wikiloc, qui est plutôt pas mal parce qu'en plus, ensuite, on peut télécharger le tracé directement pour qu'il soit accessible sur son smartphone hors ligne. Et pour tout vous avouer, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin de GPS. Moi, mon iPhone, même en plein milieu de l'Islande, j'utilisais pour me repérer. Donc en fait, le système GPS de l'iPhone, même sans Internet, fonctionne plutôt bien. Et sinon, il y a un site que je vous conseille pas mal, c'est Helloways. Ils étaient partenaires de ma randonnée quand j'étais dans les Belledonne. Et eux, sur leur site, en fait, ils proposent justement plein d'idées de micro-aventures sur 1 ou 2 jours autour de chez soi, sans avoir à prendre en fait la voiture, juste en prenant le train. Comme ça, ça reste très écologique. Donc si vous voulez des idées de micro-aventures, je vous conseille d'aller sur ces applications ou sur ce site. En tout cas, vraiment, ne vous prenez pas la tête pour les petites randos comme ça. Généralement, il vous arrivera pas grand chose. Juste un point sur la sécurité en petite randonnée, surtout la sécurité en forêt. Il est évidemment interdit de faire de feu quand vous bivouaquez. Normalement, c'est même d'ailleurs pas très permis de bivouaquer en pleine forêt, mais si vous le faites, mettez votre tente tard et partez très tôt. Attention aux gardes forestiers, respectez bien l'environnement. Donc maintenant que tu as enchaîné les micro-aventures, les petites randos à la journée, que tu as pu découvrir les gorges du Vardon ou juste la forêt de Fontainebleau, vous allez pouvoir passer à l'étape trek qui se fait maintenant sur 1 semaine voire 2 semaines. J'ai plus l'habitude de faire ce genre d'aventure. Il y a eu notamment le Tour du Mont Blanc que j'ai pu faire en 2020. Quand je suis parti traverser les Cévennes avec Alida, pareil, c'était 2 semaines. Pour la traversée du massif de Belledonne, paf, 2 semaines. Et récemment, j'ai fait Munich-Venise, donc à pied avec certains transferts. Pareil, c'était en 2 semaines. Généralement, les treks, ça se fait en 2 semaines. Pour préparer ces treks, quand je partais avec Grand Angle, je faisais pas grand-chose. J'avais déjà mon équipement. L'équipement, je l'avais déjà testé, notamment en Islande, donc avec une aventure plus grosse. Donc, je connaissais un peu mon équipement. Maintenant, en fait, aujourd'hui, quand je pars, par exemple, pour Munich-Venise, Grand Angle, il m'envoie déjà à peu près tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est ça qui est pas mal. En fait, c'est un peu comme si une agence préparait mes voyages. Et moi, ça me facilite beaucoup la vie. Là, il m'envoie une petite pochette. Et dans cette pochette, généralement, tu as le topo guide. Donc là, c'était pour le Kungsleden, par exemple. Mais en fait, dans ce bout de papier, donc on peut retrouver d'ailleurs sur leur site, ils vont vraiment décrire chaque journée où on va loger, où je vais loger, puisque je suis tout seul, ou à peu près le nombre de kilomètres, d'heures que je vais parcourir. Il y a quelques précisions au niveau des transferts. Quand il y a des transferts, Munich-Venise, il y a eu certains transferts avec le bus, les trains. Les dates et surtout un peu quelques équipements à ne pas oublier. Moi après, de toute façon, au niveau de l'équipement, j'ai vraiment mes habitudes. Je sais exactement ce que je vais mettre dans mon sac. Et d'ailleurs, en parlant d'équipement, je vous invite à cliquer en haut à droite de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur tout l'équipement moi que je prends pour mes aventures et notamment pour l'Islande.
Je vais expliquer ça dans une longue vidéo. Et puis sinon, vous pouvez aller voir dans mes commentaires. Je vous propose une liste gratuite de mon équipement que vous pouvez télécharger en fichier PDF. Comme ça, vous aurez toujours cette liste sous les yeux. Donc après m'avoir envoyé cette petite carte, il m'envoie aussi les cartes IGPN. Voilà. Je l'utilise plus beaucoup vu que maintenant j'ai mon iPhone. Mais généralement, ce qui est pas mal, je ne sais pas si on voit ici. Voilà. Donc là, c'était dans le sud Tyrol. Et en fait, ils me l'ont envoyé directement avec, voilà, là, je sais pas si on voit les petits traits, les tracés orange. En fait, ils m'ont vraiment tracé les parcours. Donc j'ai reçu ça, donc plusieurs cartes avec mes parcours déjà tracés. Et il faut savoir que quand tu fais le tour du Mont Blanc, quand on reste à peu près en Europe, que ce soit aussi pour les Beldon que j'ai fait, Stevenson ou récemment Munich-Venise, les circuits sont très bien balisés. Donc en fait, on a très peu de chances de se perdre. Toujours une boussole au cas où. En Islande, une boussole, c'est quand même indispensable parce que surtout que j'ai traversé du nord au sud, donc si je me perdais, j'avais toujours la boussole. Mais là, pour les treks, généralement, le point positif, c'est que c'est toujours bien balisé. Donc moi, en fait, j'avais juste à préparer mon équipement, à me rendre au point de départ. Et en fait, c'était place à l'aventure parce qu'en fait, j'avais quasiment tout servi sur un plateau. Maintenant, quand je pars en trek sans sponsor, là, je vais partir par exemple à La Réunion. Je spoil déjà mes prochaines aventures. Mais là, donc, je ne vais pas y aller avec un organisme. Alors, la première chose à faire, d'ailleurs, Stevenson, c'était pareil, c'est aussi d'avoir son itinéraire. Alors, l'itinéraire, généralement, donc, quand je passais par Grand Angle, eux, pareil, sur leur site, ils proposaient un itinéraire que je pouvais télécharger en GPX. Pour toutes les treks qui sont connus, le Tour du Mont Blanc, la traversée de la Réunion aussi, les Beldon, tout ce que j'ai pu faire en soi, à part l'Islande, j'en reviendrai de toute façon pour ces grandes aventures. Les tracés GPX, vous tapez GPX TMB par exemple, le Tour du Mont Blanc, vous allez en trouver des centaines que vous n'avez plus qu'à télécharger et ensuite en trouvant un moyen de le mettre sur votre smartphone, vous allez pouvoir le mettre sur votre application Komoot ou encore parfois sur Maps.me, encore l'application Google Earth ou sur Wikiloc. Il y a plein d'applications, vous allez pouvoir importer ce tracé GPX, comme ça vous avez votre propre GPS de poche. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma préparation de la France à vélo. Je vous invite à cliquer en haut à droite encore une fois. Et sur cette vidéo, je vous explique un peu comment justement je transfère un tracé GPX sur l'application Komoot. Et après ça, en fait, vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Il vous suffit juste de prendre une bonne batterie externe parce que vous savez très bien comme moi que les smartphones, leur batterie, elles partent très rapidement. Et une fois que vous avez ça, en fait, il y a peu de chances que vous perdez, surtout en France ou en Europe. Si vous y allez avec votre tente, généralement, vous trouvez toujours un moyen de bivouaquer. Ça, ne vous en faites surtout pas. Même sur les endroits très touristiques, il faudra faire attention parce que normalement, c'est pas très permis. Mais même sur le Tour du Mont Blanc, il y a beaucoup de gens qui bivouaquaient sur le long de l'itinéraire. Donc, si vous avez votre tente et que vous arrivez à un refuge et qu'il y a trop de monde ou que vous n'avez pas eu le temps de faire votre réservation, plantez votre tente quelque part, vous survivrez. C'est aussi ça l'aventure si vous partez en trek. C'est pas pour que tout soit vraiment millimétré, que tout se passe comme prévu. Si vous partez sans tente, moi ça m'arrive souvent de partir sans tente parce que par exemple quand je pars pour les Beldon, je n'ai pas d'âne pour transporter tout mon matériel et j'ai tout mon matériel avec caméra, mon appareil photo, mon drone, etc. Donc je dois faire un compromis et si je prends tout mon matériel caméra pour vous proposer de belles vidéos, je ne peux malheureusement pas prendre tout mon matériel de bivouac. À ce moment-là, il faut, quand vous avez déjà tracé votre itinéraire, généralement les itinéraires que vous allez télécharger, ils vous donnent à chaque fois les points où vous pouvez vous arrêter pour la nuit. Quand vous êtes en montagne, généralement, si vous débutez, il faut faire à peu près 10-15 km par jour. Quand vous commencez à être un peu plus en forme, vous pouvez aller jusqu'à 20 km, voire plus de 20 km par jour. Tout dépend du dénivelé. Si vous avez, comme le Tour du Mont Blanc, 1000 mètres de dénivelé par jour, cumuler 1000 mètres de dénivelé plus 20 km à pied, ça commence à faire pas mal, même si c'est faisable. Mais si vous débutez, je ne vous le conseille pas. En tout cas, en prenant un peu cette échelle, cet ordre d'idées par journée, vous pouvez trouver de toute façon sur votre itinéraire des gîtes, des refuges, notamment dans ces randonnées qui sont très connues. Vous trouverez beaucoup de refuges. De toute façon, déjà, tout est préparé pour les randonneurs. Et là, il faudra quand même penser à les appeler un peu avant et savoir chaque journée. Donc, vu que vous avez déjà votre itinéraire téléchargé, ça ne devrait pas être trop compliqué et vous les appelez pour réserver. Et puis si vous avez votre tente et que vous ne voulez pas forcément dormir dans ces refuges, sachez que généralement dans ces refuges, vous pouvez au moins vous arrêter pour manger ou vous ravitailler en eau. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'équipement, alors comparé aux plus petites aventures, aux randonnées, il va falloir être un petit peu plus en autonomie, un peu plus préparé niveau équipement. Et à ce que je disais tout à l'heure, il faut rajouter au moins un filtre à eau ou des pastilles micro-pures pour penser à l'eau parce que vous partez plus longtemps et même si vous pouvez vous ravitailler généralement
dans ces treks assez touristiques, on ne sait jamais. Voilà, moi vous vous rappelez, j'en reparlerai après, mais l'Islande, hein, je suis pas parti avec une paille et il n'y avait pas de refuge gardé entre... Enfin, il n'y avait personne au milieu de l'Islande, donc j'ai été très embêté avec ça. Donc un filtre à eau, ça coûte pas cher, ça pèse pas lourd, et puis au moins vous pouvez aller boire dans chaque rivière. Vous pouvez tenter aussi de boire directement à quelques ruisseaux, ça va pas vous tuer, mais en fait le seul souci c'est que dans les plus grandes rivières, en fait vu que nous dans nos montagnes il y a beaucoup d'élevage, ce sont les troupeaux en fait, c'est à cause de l'élevage intensif que ça pollue les eaux, puis en fait il suffit qu'il y ait un animal mort un peu plus haut dans la rivière et vous êtes sûr de tomber malade, donc le filtre à eau c'est très très important. Parfois si vous souhaitez passer à l'étape au-dessus, donc bivouaquer, il vous faudra aussi un réchaud avec certains plats lyophilisés. Quand vous savez que vous allez dormir en refuge, pas besoin d'embarquer de la nourriture pour tous les jours, il vous faut au moins 1 voire 2 journées d'autonomie au cas où. Et donc comme je vous disais, pour les treks, quand même indispensable, si vous n'avez plus de batterie sur votre GPS ou sur votre iPhone, la carte IGPN et la boussole, voire même le GPS, mais ça c'est plus pour les aventures après, j'en reviendrai plus tard. Comme je le disais, de toute façon, généralement c'est très bien balisé, vous allez rencontrer d'autres randonneurs sur le chemin, vous ne serez pas perdu. Moi vraiment maintenant, pour les treks de 1 à 2 semaines, j'y vais vraiment pas préparé. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir quand même un itinéraire, une idée de l'itinéraire quand même. Et ensuite avec votre connexion internet, vous allez tout trouver sur place généralement et d'avoir le bon équipement. Et pour terminer sur l'équipement, il vous faut quand même là prendre une petite trousse de soins. Une petite trousse de soins avec tout ce qui est basique, hein, que ce soit les petits pansements pour les ampoules, donc les compiles, ou alors encore un petit peu d'alcool si vous avez une plaie ouverte, pouvoir mettre un bandage ou pour pouvoir serrer votre genou, votre cheville si vous la tordez, c'est le plus important. Et là vous allez pouvoir commencer à prendre les bâtons. Les bâtons c'est pas pour les vieux, c'est moi j'en ai vu, je suis parti, on m'a invité à la Mad Jack, même pour donc c'était plus rando sur 2 jours. Et il y en a qui prenaient des sacs énormes, ils n'ont pas pris de bâton et ils ont morflé. Les bâtons, ça ne sert pas juste à s'appuyer dessus, ça va vous servir à traverser certains gués. Quand vous allez avoir des névés en haut des montagnes, ça va vous permettre de ne pas glisser. Vous allez aussi vous en servir un peu en fait, voilà, pour garder votre équilibre. C'est vraiment une question d'équilibre. Comme les animaux, ils ont leur queue pour garder l'équilibre. Le randonneur avec son gros sac, il a ses bâtons. Et moi, je trouve ça indispensable aujourd'hui d'avoir des bons bâtons et surtout pensez à votre dos. Quand vous marchez 2 semaines, vous pouvez tuer votre dos avec un gros sac. Donc ces bâtons, c'est très important. Maintenant que vous avez fait plusieurs petites randonnées, que vous avez fait des treks assez touristiques comme le TMB, la Belle Donne, d'ailleurs toutes ces randonnées, tous ces trekkings, je les ai fait en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc si vous êtes intéressé pour les faire, je vous invite à vous rendre sur ces vidéos. Donc on part sur la dernière étape, sur les grandes aventures. Alors les grandes aventures, ça peut aussi durer 2 semaines. Je suis parti traverser donc l'Islande du nord au sud, à pied, en solitaire. Ça a duré à peu près 2 semaines, avec des 2 semaines très chargées. Mais il y avait quelque chose de différent avec le TMB. Je vais vous en parler plus tard. C'est pareil avec la Laponie. Le Kungsleden, c'était une aventure de 2 semaines où il fallait être un peu plus en autonomie par rapport plus là au climat, à la température. Et ensuite, j'ai traversé la France pendant plus d'1 mois et demi, du nord au sud, à vélo. Et là, donc même si c'était plus ou moins balisé parce que justement je suivais des voies vertes, c'est quand même aussi une grande aventure. Et ces aventures-là, c'est beaucoup plus de préparation et il y a plus de risques. Par contre, je vais un peu plus revenir sur l'Islande et la Laponie, évidemment. Pour ces aventures, déjà, vous allez pouvoir me poser la question du budget. Comment budgétiser ces aventures? C'est des aventures d'une vie parfois, comme la traversée de l'Islande, par rapport à trouver des sponsors. Ce qui est assez plus facile maintenant, c'est que j'ai déjà créé du contenu à leur montrer. J'ai déjà le film sur l'Islande, le film sur la Laponie, sur le vélo, etc. Donc ils savent de quoi je suis capable. Maintenant, si vous n'êtes pas créateur de contenu comme moi, vous pouvez toujours vous rapprocher des grandes marques comme Decathlon. Eux, en fait, ils sont ravis de prêter ou de donner du matériel parce que en échange, vous allez pouvoir les tester sur le terrain. Decathlon, à l'époque, moi, j'étais pas encore créateur de contenu et en fait, ils m'ont quand même envoyé du matériel parce qu'ils savaient que j'allais en Islande et que pour eux, c'était le meilleur moyen de faire tester. En fait, on est un peu le crash test, voilà, gratuit. Donc, ils m'ont envoyé leur sac, leur matériel. Je me rappelle, ils avaient des t-shirts Mérinos qu'ils voulaient absolument faire tester. La tente aussi. Donc, en fait, après, à mon retour, je leur ai dit, en fait, tout s'est bien passé, ou il y a ça qui a cassé. Et eux, ça leur fait toujours plaisir. Donc, c'est pour ça qu'ils vous donneront du matériel surtout. Et c'était pareil pour la France à vélo. Ils m'ont prêté un vélo. J'étais un peu le crash test de ce vélo. C'était un prototype Riverside. Donc, quelle est la différence de ces aventures avec les treks dont on parlait avant? Eh bien, en fait, c'est une question de balisage. Premièrement, ça va être beaucoup moins balisé et aussi sur certaines des aventures, moins de vie humaine comme l'Islande ou la Laponie.
Donc en fait, c'est une question d'autonomie. On va devoir être plus en autonomie. On se retrouve un peu seul et il faut être plus paré à toute éventualité. On va se focus sur du coup les points vitaux dans les aventures, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, ce qui va être abri, protection, et la sécurité en cas de pépin. On va commencer du coup avec l'eau. Alors l'eau, je classe en fait mon équipement toujours dans des sacs de congélation. Les sacs de congélation, c'est la vie de toute façon. Une paille filtrante, donc à tester avant de partir quand même. T'enlèves ça, t'aspires, tu ouvres ici. Là, en fait, tu as une paille justement pour le système en mode bouteille. Mais quand tu as une eau où tu n'es pas trop sûr, mais qui est surtout claire et qui n'est pas odorante, hein, c'est comme ça qu'on sait si l'eau est potable ou pas, c'est les pastilles micro-pures que vous trouvez partout, en pharmacie ou même chez Decat. J'ai manqué d'eau en Islande, pour ceux qui ont vu mon film. Pendant 2 jours et demi, j'avais que 2 litres d'eau et c'est très vite parti. Alors, il faut savoir que moi, quand je m'étais renseigné et que je m'étais préparé pour l'Islande, j'avais vu que en fait, l'eau était potable partout. Pendant les 2 semaines où j'avais traversé, vu qu'il n'y a pas, je vous l'avais dit, que la pollution de l'eau était surtout due à l'élevage intensif, et au centre de l'Islande, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux, donc l'eau est potable. Donc en fait, pendant les 2 semaines, quasiment, j'ai trouvé de l'eau. Sauf qu'il y a un moment, en fait, justement, pour pallier à ça, moi, j'avais une bouteille en plastique de 2 litres, donc je prenais une bouteille d'eau plastique, il n'y a pas besoin d'acheter de gourde, parce qu'une bouteille en plastique, déjà, ça vous évite de l'acheter, parce que vous la réutilisez, et en plus, quand elle est vide, vous pouvez la compresser, donc ça vous prend 0 poids. Donc j'avais une bouteille de 2 litres et j'avais aussi un camel bag, ça s'appelle, donc c'est cette grosse poche que vous mettez dans le sac avec la paille. Sauf que mon sac pesait tellement lourd que j'ai voulu me le vider avec l'équipe technique, souvenez-vous, et en fait je leur ai laissé le camel bag, parce que pour moi c'était en fait les 4 litres, donc 4 kilos de camel bag d'eau qui me gênaient. Et je leur ai donné ça au moment où j'allais avoir accès le moins à l'eau potable. D'ailleurs, je vous mets en commentaire, il y a eu un podcast qui a été réalisé où j'ai uniquement parlé de cette aventure de l'eau. Comme ça, vous allez avoir des détails que je n'avais même pas raconté dans le film sur ce moment. Enfin bref, je suis parti avec 2 litres d'eau et en fait, il s'avérait que pendant 2 jours, j'ai que croisé de l'eau, mais non potable, qui était issue du glacier. C'était la fonte du glacier et l'eau était mélangée avec l'argile, la terre, et c'était très boueux. Et mon père, moi quand j'étais parti, j'étais encore amateur, il m'avait dit avant de partir, surtout si tu n'es pas sûr de l'eau, ne la bois pas. Autant avoir soif que d'être malade. Du coup, j'ai décidé de ne pas la boire et j'ai passé un très mauvais moment. Alors que si j'avais eu cette paille filtrante, eh bien, j'aurais évité ce souci parce que j'aurais juste eu à aspirer quelques gorgées dans cette eau vaseuse. Et autre chose aussi, quand justement vous êtes dans des pays froids comme la Laponie, vous faites fondre l'eau, mais l'eau, la neige fondue n'a pas les minéraux nécessaires pour votre corps. Il existe aussi des pastilles qui vont se dissoudre dans l'eau et vous ajouter ces minéraux à votre eau. Ensuite, on va passer sur la nourriture. Alors, pour l'Islande ou la Laponie, évidemment, il y a le lyophilisé et là, on va être en autonomie totale. Alors, il y a 2 solutions. En Islande, vu qu'il y avait des refuges non gardés, il est possible de demander à des rangers sur place de vous faire un peu la poste. En fait, vous leur dites à peu près à telle date, je vais passer à ce refuge non gardé. Est-ce que vous pouvez me poser la nourriture là-bas? Comme ça, au moins, vous avez un premier ravitaillement. Moi, j'avais une équipe technique qui servait un peu de ravitaillement comme ça, qui allait me poser dans certains refuges non gardés la nourriture. Vous êtes en totale autonomie. Le gros souci, c'est le poids. Donc, vous allez avoir forcément un sac très lourd avec toutes ces nourritures lyophilisées. Mais il y a des techniques. Donc là, il faut commencer à avoir un peu plus d'expérience. Il faut savoir à peu près le nombre de calories que vous allez manger par jour. Et ensuite, vous allez pouvoir trier votre nourriture dans chaque sachet et essayer d'enlever un maximum l'emballage parce que c'est l'emballage et l'air contenu à l'intérieur généralement qui prend de la place et qui pèse lourd. Donc en fait, limitez un maximum l'emballage et vous préparez des portions par jour. Donc vous avez un super site qui s'appelle lyophilisé.com, qui est très bien fait. Moi j'étais allé avec Expedition Food, qui était vraiment de la nourriture très consistante pour les expéditions, qui était pas trop mal à part les petits déjeuners que j'avais pas beaucoup aimé. Mais voilà, de toute façon, il y a une assez bonne règle pour les lyophilisés. Vous pouvez les manger, donc j'avais fait ça aussi en Islande, mais aussi dans les milieux polaires comme en Laponie. Vous mangez le lyophilisé le soir, parce que vous commencez à poser votre tente, vous pouvez vous poser pour préparer votre réchaud, le gaz allumé et du coup préparer votre nourriture lyophilisée. Le soir, le matin, parce que vous êtes encore sous la tente, vous avez le temps de faire ça. Par contre, le midi, il faut prendre plein de petites bouffes, il faut manger à peu près toute la journée avec des petites barres de céréales, un peu de sucre, un peu de sel, avec des... moi j'ai toujours un petit justement sachet lyophilisé avec dedans un mélange de graines, de raisins secs, des petits morceaux de chocolat que vous pouvez manger à longueur de journée dès que vous avez un peu faim. Et le midi, il faut toujours un petit des nourritures non périssables aussi, donc une tranche de saucisson et vous faites vos gros repas le soir et le matin. Pour tout ce qui est du coup abri,
ça va être donc premièrement les vêtements. Il vous faut des vêtements adaptés au terrain, mais aussi des vêtements de rechange. En Islande, le plus grand souci que j'avais, c'était l'humidité, de mouiller ses affaires et de mourir d'hypothermie. Donc il faut toujours avoir des vêtements secs. Donc c'est pour ça que j'avais 2 caleçons et pas un comme Mathieu Torder. Si j'avais un caleçon mouillé, je pouvais le remplacer. 2 t-shirts manches courtes ou un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue. Comme ça, on en a toujours un au sec à l'intérieur. Pardon. Ça m'a donné soif de parler de tout ça là. Et dans les milieux polaires, alors je vous avais fait une petite vidéo déjà pour parler un peu des 3 couches, c'était une vidéo TikTok. Mais voilà, en fait, il y a la règle des 3 couches. Il vous faut une première couche sur le corps, donc tu vas être t-shirt mérinos. Le plus important, c'est que vos vêtements soient respirants. Si vous êtes transpirant dedans, c'est mort. Dès que vous arrêtez, vous gelez, c'est mort. Donc mérinos, ça respire plutôt bien. Ensuite, par-dessus, il y a une polaire que vous pouvez aussi prendre en soft shell. Alors un soft shell, c'est un vêtement qui fait en même temps un peu polaire, parce qu'il y a un peu de fourrure, il y a un peu d'épaisseur, mais en même temps, c'est pas imperméable, ça au moins protège un peu de la pluie. Donc ça fait un peu des deux. Donc ça, c'est pas mal, les soft shells. Et ensuite, on a une couche imperméabilisante qui, elle, va vous protéger du vent et du froid. Donc on a la première couche le long du corps, un soft shell ou un pull polaire et un coupe-vent. Et évidemment, donc généralement, surtout dans les pays très froids comme la Laponie, moi j'avais une grosse doudoune, voire même une sous-doudoune qu'on peut mettre en boule et une grosse doudoune quand je m'arrêtais et qu'il faisait très froid, pour justement qu'on est à l'arrêt, pas qu'on marche, qu'on est à l'arrêt et qu'il faut vraiment très vite se réchauffer. Donc les vêtements importants, rechange et adaptés du coup au terrain. Et ensuite, on a tout ce qui va être le cocon, la tente évidemment. Donc une tente, si vous allez en Laponie, c'est une tente 4 saisons qui va être résistant au vent, qu'on va pouvoir monter sur la neige. Ça se monte pas tout de suite directement sur la neige, faut creuser, faire un mur de protection de vent et mettre sa tente. Pour les pays comme l'Islande où c'est surtout le vent qui peut gêner, il va falloir trouver les bons endroits où poser sa tente et avoir une tente qui résiste au vent. Moi, c'est une tente Décathlon, une personne qui a très bien tenu le coup. Ensuite, il faut, très important, il vous faut du coup pouvoir vous isoler du sol quand vous dormez, parce que généralement c'est par le sol qu'on va perdre la chaleur, c'est pas dans la tente qu'on a chaud, la tente elle fait juste protection contre la pluie et le vent. Là, il faut vous isoler du froid, il vous faut un matelas gonflable ou un tapis de sol qui soit isolant. Moi, pour la Laponie, j'avais fait la totale, c'est-à-dire que j'avais un tapis de sol isolant, un matelas pour le confort et du coup ensuite j'avais mon gros sac de couchage Valandré Thor, qui était du moins 20 degrés je crois. Puis si vraiment vous avez besoin de plus isoler la tente ou que la tente est humide, il y a une petite technique, et du coup c'est de prendre votre couverture de survie et de le mettre par terre, ça vous isole très bien du froid. Et pour terminer, du coup, la sécurité, la situation de repli. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes dans la galère? C'est très important d'avoir ça. Alors, déjà, premièrement, je vais plus prendre l'exemple de l'Islande parce que j'étais vraiment en autonomie totale quasiment et très seul à ce moment-là. Il faut prévenir les proches. Il faut que les proches sachent où vous êtes et que si vous n'avez plus de nouvelles au bout de 2-3 jours, qu'ils puissent s'inquiéter, ne jamais partir sans nouvelles. Prévenir la sécurité au possible autour de l'endroit où vous êtes. Par exemple, l'Islande, il y a ce qu'on appelle du coup les rangers. Il y a un site, je crois que c'est safeislands.is, quelque chose comme ça. Je peux vous le mettre aussi dans la description. Dans ce site, vous annoncez en fait ce que vous partez faire en Islande, comme ça les urgences sont au courant. Moi, ils savaient, les rangers, que je traversais l'Islande. S'il y a un gros souci, en Laponie c'est pareil. Généralement c'est des refuges gardés, donc il y avait des gens dans les refuges. Quand il manque quelqu'un à l'appel, parce qu'il n'y a pas non plus 10 millions de personnes qui font ce genre d'aventure, ils savent qu'ils peuvent s'inquiéter et puis à un moment ils peuvent venir vous chercher. Donc il faut prévenir le maximum de personnes possible sur les réseaux ou autres. Plus il y a de gens prévenus, plus les gens peuvent s'inquiéter quand vous manquez à l'appel. Et ensuite, il y a ce petit boîtier que j'avais en Islande ou en Laponie. C'est un SpotX. Ça coûte dans les 150 € déjà le boîtier, et ensuite 150 €, en fait c'est un forfait satellite. Et vous avez quelques boutons, c'est assez simple d'utilisation. Il y a un bouton message, en fait vous écrivez sur le site du SpotX un message préconfiguré, et quand vous cliquez dessus, ça l'envoie au numéro que vous aurez indiqué. Là, je crois que le pas, c'était pour envoyer sa position. Vous pouvez même l'envoyer sous forme de tweet ou de message Facebook, ça l'envoie votre position du coup votre position GPS au numéro de téléphone que vous avez indiqué aussi ou sur les réseaux sociaux.
Et là, c'est un petit bouton OK. Quand vous cliquez dessus, c'est un peu pour justement prévenir vos proches que tout va bien ou des personnes en question. Ensuite, vous avez un premier bouton, c'est un peu à l'aide, il y a un souci. Vous pouvez cliquer là et ça l'envoie justement à, par moi, c'était l'équipe technique. Si j'avais un souci pas trop majeur, ils pouvaient recevoir ça directement sur leur mobile. Ou un bouton SOS, ça c'est si vous êtes vraiment en danger et ça va directement prévenir justement la sécurité, les autorités qui sont les plus proches de vous. Donc ça c'est vraiment en cas d'urgence et ça fonctionne un peu partout. Et en fait quand j'étais pas bien en Islande, comme un peu dans un jeu vidéo où vous pouvez appuyer sur la touche échappe, à chaque fois je me disais au pire j'appuierai sur la touche SOS. Là j'ai envie d'abandonner, je suis à deux doigts d'appuyer sur SOS. En fait ce truc là, même de l'avoir dans la tête, ça change tout. Toujours au niveau de l'équipement, il y a évidemment la trousse de soins qui va être plus conséquente. Il va falloir pouvoir pallier à tous les dangers si vous avez un souci. De toute façon, imaginons que vous avez un gros souci, que vous devez attendre les secours. Vous pouvez directement vous réfugier dans votre duvet ou mettre couverture de survie en attendant pour essayer de survivre jusqu'à leur arrivée. Mais ensuite, il vous faut une grosse trousse de soins, un peu plus que ce qu'il faut de base. Donc si vous vous tordez la cheville, si vous tombez malade, il vous faut peut-être des antibiotiques généraux. Si vous êtes plus dans un milieu jungle. Donc il faut une trousse de soins qui soit un peu plus le gros modèle quand vous allez du coup l'acheter chez Decathlon ou dans d'autres boutiques. Et aussi d'autres outils qui peuvent vous être utiles comme des morceaux de corde, un couteau, du scotch. Je vais vous donner l'exemple par exemple de la Laponie. J'étais en train de tirer ma poulka et à un moment, en fait, il n'y avait aucune visibilité, une grosse pente, paf, je tombe. La poulka, elle pesait quasiment 40-50 kg et en fait, en tombant, la poulka était tellement lourde qu'elle me passe par-dessus. La kata, les barres cassent. Oh merde, j'ai pété la poulka. Et c'était quasiment impossible de la tirer sans les fixations. Donc, heureusement que Dylan était là et qu'il avait un peu justement des skills et qu'il avait pensé à prendre des bouts de corde. En fait, les cordes, c'est assez indispensable. Aussi le scotch. Un scotch qui va pouvoir un peu tout réparer. Tu vois, si tu as un trou dans ta tente, tu vas pouvoir le mettre là-dessus. Si tu as un trou dans tes vêtements ou autre, comme ça, ça peut te sauver. Et ben, on avait attaché une corde qu'on a coupée au couteau et ensuite on a pu tirer la poulka. Autre exemple aussi de matériel qu'on peut emporter, généralement dans les pays froids, ce qui est indispensable, par exemple, c'est une pelle pour creuser et pour poser sa tente, pour se creuser un trou, mais aussi Dylan, à un moment où il n'a pas fait d'inattention, et il a laissé la tente s'envoler. Dans ces cas-là, nous, on avait heureusement un refuge pas loin, mais si vous vous retrouvez en plein milieu de la Laponie, il faut savoir survivre et grâce à la pelle, vous allez pouvoir creuser un trou dans la neige et vous glissez dedans en fait un peu comme une forme de chaussette, le trou, et vous glissez avec du coup la couverture de survie et votre duvet dans ce trou et vous allez pouvoir au moins survivre pour la nuit. Voilà en tout cas pour ces 3 exemples de préparation, ces 3 exemples d'aventure. Pour conclure, ce qui est le plus important là-dedans, c'est de faire plein de petits tests et surtout de tester son équipement. C'est très important parce que vous ne pouvez pas arriver le jour J en pleine Islande ou en pleine Laponie ou en France à vélo et vous dire « Ah bah merde, ma tente n'est pas du tout adaptée » ou « Mon duvet n'est pas du tout adapté à cette situation » ou « Je ne suis pas confortable dessus ». Il vous faut enchaîner vos petites micro-aventures et en profiter pour tester votre matériel et surtout pour faire les erreurs directement quand vous êtes encore en sécurité en France à côté de chez vous, éviter de les commettre plus tard ou au moins si vous refaites ces erreurs, pouvoir y faire face plus rapidement. Mais sinon, j'ai une seule chose à dire, lancez-vous. Dès que tu commences à faire plein de petites randos, tu commences à avoir de l'expérience et tu peux te lancer plein de défis. N'oublions pas, c'est de l'aventure. On n'est pas là, c'est pas un resort où tout est préparé pour vous. L'aventure, c'est aussi prendre des risques. Moi, il y a une fille, quand je me préparais pour l'Islande, je l'avais appelée, elle commençait à avoir pas mal de randos à son actif. Elle avait déjà traversé l'Islande toute seule en basket. Donc on peut traverser l'Islande en basket, on peut traverser comme Louri Explorer des pays à pieds nus. C'est plus risqué, mais tout est possible. Il n'y a pas de science exacte. Maintenant, c'est de l'aventure. On peut se lancer sans préparation si on le veut. En fait, quand tu sors de ta zone de confort et que tu te lances dans ces aventures-là, évidemment que c'est risqué. Il faut pallier à toute situation et prendre les plus grandes précautions pour ne pas mourir. Mais voilà, si vous faites une petite rando de quelques jours ou un trek, généralement, il vous arrivera pas grand-chose si vous faites évidemment attention et que vous respectez ces quelques règles. Maintenant, je vais vous parler de mes annonces, mes prochaines aventures. Il y en a une qui s'est glissée au hasard. En tout cas, c'était pour la Réunion. Là, ce 12 novembre, je décolle pour la Réunion. Je vais, comme Islande, traverser la Réunion en passant par le JRR2 pendant 2 semaines. Donc ça va être une aventure de dingue. Je pense qu'il va y avoir d'incroyables images à récolter. Et surtout, il y a un truc de dingue qui s'est profilé,
qui est un peu dangereux quand même aussi, c'est qu'il y a des probabilités pour que le piton de la Fournaise, le gros volcan de l'île, rentre en éruption, parce qu'il y a eu quelques séismes récemment. Il va peut-être rentrer en éruption avant la fin de l'année, avant les fêtes. Je serai donc peut-être sur place pour récolter des images en drone incroyables. Donc ça, c'est assure. Je vais pouvoir évidemment poster tout ça en story sur mes réseaux. Beaucoup plus grande aventure pour l'année prochaine, en mars 2022. Donc hiver 2022, fin hiver 2022. Il y a une personne, David, qui m'a contacté sur Instagram. C'est un abonné comme vous. Ça fait 20 ans qu'il élève des chiens de traîneau en plein milieu de la Norvège. Enfin, même pas en plein milieu, c'est en plein nord de la Norvège, avec la frontière avec la Russie. Et il m'a dit, mais si tu passes dans le coin, viens, on va faire une petite aventure en ski de rando et tout. Et moi, je l'ai appelé, j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de venir vivre avec toi, venir vivre dans ta cabane reclus en plein milieu, en plein fin fond de la Norvège et faire un film documentaire sur toi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut vraiment être une incroyable histoire à partager avec vous. Et pour terminer, la grosse aventure, vous avez déjà dû en entendre parler. Je me suis entraîné cet été justement pour ça. J'ai appris à faire du cheval avec Sébastien qui devrait m'accompagner pour cette aventure. Normalement, si tout se passe bien, c'est la traversée d'une partie de la Mongolie à cheval, à la rencontre des nomades sur place. Et j'ai déjà du coup rencontré l'agence du coup qui serait le partenaire, l'agence partenaire qui est Horseback Mongolia. Et en fait, ce qui serait ouf, c'est qu'en fait justement l'été 2022, en plein été, début juillet, toute la Mongolie se prépare à un événement de dingue qui est le Naadam. Et le Naadam, c'est quoi? C'est des courses de chevaux. Et je me suis dit, pourquoi pas aller vraiment au fin fond de la Mongolie, traverser la Mongolie à cheval pendant plusieurs journées et trouver cette petite communauté nomade. On s'entraîne pour le Naadam ensemble, sachant qu'il y a une personne, un d'entre vous, encore une fois, Sébastien, qui est un abonné, qui va normalement venir me filmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces aventures, et aussi, surtout, ce que vous avez pensé de ce format. C'est peut-être un petit peu long, je me demande, parce que là, du coup, je me suis lancé dans la parlotte, et moi, généralement, je m'arrête pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler comme ça avec vous. Je sens que je suis plus à l'aise comme ça, et voilà, si vous préfériez un peu le contenu avant, ou c'est un peu plus écrit et rythmé, n'hésitez pas aussi, hein, moi, je suis là pour évoluer avec vous proposer toujours du contenu innovant et plus adapté à vous. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine aventure qui vous emmènera au bout du monde. Allez, bye!